divisé avec un nord aux mains des islamistes et un sud avec un gouvernement de transition très fragile. Alors comment faire pour déloger les islamistes du nord du pays qui pourrait bien devenir une base arrière du terrorisme international? La communauté internationale est inquiète et pour cause, le Mali n'est pas très loin de l'Europe. Alors faut-il intervenir militairement? On en parle avec Mathieu Guider, professeur d'islamologie à l'université de Toulouse, spécialiste du Maghreb et des mouvements islamistes au Sahel. On en parle avec Jean-Michel Djian, qui est professeur à l'université Paris 8, rédacteur en chef à France Culture, avec Pierre Boilet, qui est directeur du Centre d'études des mondes africains, et avec Moussa Ag Assarid, qui est président de la cellule Europe du MNLA, la rébellion Touareg. Avant de reprendre ce débat, je vous propose d'écouter la procureure de la CPI, la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, qui parle de crimes de guerre après la destruction de mausolées à Tombouctou. On l'écoute. Les attaques délibérées contre des bâtiments civils non gardés et non militaires constituent un crime de guerre. Cela inclut les attaques contre les monuments historiques et la destruction de bâtiments religieux. Mon message à ceux qui sont impliqués dans cet acte criminel est clair. Arrêtez la destruction de biens religieux maintenant. C'est un crime de guerre pour lequel mes services sont pleinement autorisés à enquêter. Avant de parler de l'intervention, enfin d'une probable intervention militaire dans le nord du Mali, Jean-Michel Djian, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les rebelles Touaregs sont hors jeu? Sont-ils hors jeu? Oui, ils sont hors jeu. Et en même temps, on a affaire à un chaos total. Il y a le chaos de Tombouctou dont on vient de parler, mais c'est le chaos de la nation, de l'État-nation malien qui est en jeu. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur à Bamako. Le Premier ministre, le président est ici en France pour se faire soigner. Le Premier ministre tchèque Mobido Diarra n'a pas ni l'autorité, ni l'expérience pour gérer une situation de crise au point où elle en est. Et surtout, on a quand même une société civile totalement déboussolée, incapable de reprendre en main le processus de démocratie qui a été engagé il y a longtemps. Mais il faut surtout essayer de replacer le problème en fonction de ce qui s'est passé en octobre 2011 quand Kadhafi a été éliminé. Tout le processus d'accélération de ce qui se passe et que l'on constate en ce moment à Tombouctou vient de là. Ce sont des armes qui sont installées d'abord à Gao. Ce sont des armes qui ont permis d'équiper des enfants qui vont en ce moment même dans les rues de Tombouctou avec des kalachnikovs terroriser la population. J'ai eu ce matin en ligne des amis à Tombouctou qui me l'ont confirmé. Ces gamins ont 13 ans. C'est exactement comme en Sierra Leone il y a 10 ans, les enfants soldats. Sauf que les parents de ces enfants sont financés pour pouvoir faire en sorte que les gamins mangent normalement, puisqu'on est dans une situation de pauvreté totale. Et donc, les islamistes profitent de cette paupérisation excessive pour essayer d'alimenter la terreur et arriver où on en est aujourd'hui. Mais c'est vrai, il faut dire, je dis ça à mon collègue tout à l'heure, ce matin quand même, des symboles forts de Tombouctou ont été attaqués. On a quand même défoncé le portail de la fameuse mosquée de Sidi Yahya. C'est quand même pas rien, compte tenu de ce que représentent, et on ne va pas en parler nécessairement ici, des symboles de ces portails. Bon. Mais aujourd'hui, il faut quand même s'apercevoir que si l'Union africaine, qui pourtant n'a pas les moyens d'intervenir, si l'Europe, si les Nations Unies n'interviennent pas, on va vers un chaos qui dépassera très largement les frontières du Mali et le sud du Sahel. Mathieu Guider, je voudrais savoir quand même, avant de parler de l'intervention militaire, quel est l'objectif de ces islamistes? C'est imposer la charia dans tout le nord du Mali? L'objectif de ces islamistes, d'abord, qui ont aujourd'hui l'essentiel du contrôle du territoire, il faut le dire, c'est d'avoir une autonomie la plus large possible, voire un État autonome sur tout ce nord malien, dans le territoire traditionnel, on va dire, appelé Azawad, des Touaregs. Même s'il y a d'autres communautés, je suis tout à fait d'accord. Mais globalement, c'est l'Azawad qu'ils veulent. Sur cet Azawad, ils veulent créer un État islamique. Et la signification de cet État islamique, c'est l'application de la charia. Voilà, globalement, le projet est clair et l'objectif est très clairement indiqué. Ils l'ont répété à plusieurs reprises. Ils ont commencé globalement à l'appliquer. Sur cela est intervenu le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droughtal, pour leur dire d'appliquer progressivement
et de façon graduelle la charia pour ne pas effrayer la population. Parce qu'on a quand même vu, il y avait un témoin qui avait raconté, je crois que c'était dans la ville de Tombouctou notamment, hein, qu'un couple avait été fouetté sans coup de fouet parce qu'ils avaient eu un enfant hors mariage. Non, parce qu'ils se tenaient la main dans la rue. Oui, ils se tenaient la main, mais aussi un enfant hors mariage, je crois, aussi un couple. Enfin, il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont été fouettés. Bien sûr, bon, mais ça reste malgré... Ça, c'est l'application de la charia. Oui, tout à fait, mais ça reste tout à fait anecdotique parce que quelqu'un, quelque part, s'est fait fouetter. Ils ont aussi remis de l'ordre dans les villes où ils ont été. C'était l'anarchie. Lors du départ des troupes maliennes, il y a eu des pillages considérables. Les populations ont été contentes d'avoir arrivé de l'ordre quelque part. Donc il n'y a pas que des maladresses. Et s'ils étaient totalement rejetés par la population, on ne verrait pas cette situation aujourd'hui. Donc il faut savoir voir. Ils ont appris, les islamistes partout ont appris des leçons du passé. Et aujourd'hui, ils essayent bien évidemment d'appliquer leur agenda globalement extrémiste, mais en même temps, ils savent qu'il ne faut pas aller trop loin. On est dans cette dynamique qui est d'ailleurs commune à tous les pays, que ce soit en Afrique du Nord ou que ce soit ailleurs. Elle est commune. C'est cette dynamique-là, comment appliquer l'islamisme politique sans s'aligner les populations contre eux. On est dans ce contexte-là aujourd'hui, également au nord du Mali. Pierre Ouellet. Oui, là encore une fois, je ne serais pas complètement d'accord parce que il me semble que Ansar Dine notamment et AQMI par ailleurs et le Moudjahou aussi n'ont jamais dit vouloir établir un quelconque État islamique, mais bien la charia. Et même Yad Agrali a insisté sur le fait qu'il voulait l'appliquer à l'ensemble du Mali. Il a même proféré un certain nombre de gentillesses avec des noms d'oiseaux sur l'indépendance de l'Azawad. Donc je crois qu'on n'est pas exactement dans le même genre de choses. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la communauté internationale s'énerve actuellement terriblement contre ce qui se passe parce qu'il y a des mausolées et ces mausolées sont importants effectivement on a affaire donc à un islam qui est aveugle, rigoriste et absurde, mais il ne faut pas oublier que cet islam-là, il existe encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2003. Qui a fait quoi que ce soit depuis 2003 j'ai un petit peu la rage, si vous voulez, qu'on commence à s'agacer contre AQMI, etc., alors qu'on l'a laissé tranquillement se déployer, s'incruster quand même dans le paysage. Le Mali, d'ailleurs, a une énorme part de responsabilité. Le président a été... une grosse part de responsabilité, quand même le maillon faible, mais aussi l'Algérie, la communauté européenne, les États-Unis, etc. Mathieu Guider avait entièrement raison en disant qu'ils ont des moyens de s'installer progressivement, d'acheter des choses avec l'argent qu'ils ont. Qui finance qui finance? Alors, on parle beaucoup... de l'Arabie Saoudite, on parlait tout à l'heure du wahhabisme. On parle de l'Arabie Saoudite, moins que du Qatar et de l'Algérie. Donc ces gens ont beaucoup plus d'argent que les autres, ils en profitent, ils achètent des moutons sans marchander, et voilà, et ça c'est depuis 10 ans. Donc vous nous dites Arabie Saoudite qui finance Qatar. Manifestement, le problème de tout cela, si vous voulez, le troisième pays, et particulièrement en tant qu'historien, ce serait de le prouver. L'Algérie, manifestement, a l'air de pouvoir financer un certain nombre de gens. Quel est le jeu de l'Algérie? Parce que là, on ne comprend pas très bien, parce que c'est quand même aux frontières, ce qui se passe, c'est quand même aux frontières de l'Algérie. Quel est l'intérêt aujourd'hui des Algériens de jouer ce jeu-là? Si vous pouvez me donner une explication sur les politiques de l'Algérie depuis l'indépendance, j'en serais ravi, parce que c'est toujours été très opaque. Mais effectivement, l'Algérie joue un jeu qui a toujours été celui d'une géopolitique extérieure, d'influence sur le Sahel. Elle ne veut pas qu'il y ait d'autres gens qu'elle qui puissent influencer le Sahel. Elle a cherché à éliminer la France, elle a cherché à éliminer tout le monde. Elle a peut-être, je ne sais pas... C'est une manière de garder la main finalement sur la situation, c'est-à-dire de créer le chaos pour pouvoir... je ne sais pas si elle a voulu créer le chaos. Je ne sais pas si elle a voulu créer. L'Algérie ne cherche pas à créer le chaos. C'est clair. Si l'Algérie voulait créer le chaos au nord du Mali, ça serait la catastrophe. Mais alors pourquoi l'Algérie finance? Enfin, elle finance. Elle financerait. Non, vous avez l'Algérie a horreur de l'intervention des Occidentaux là-dedans. Donc, elle a tout intérêt aujourd'hui à ce qu'il y ait une stabilisation. Par ailleurs, Yad Agrali passe pour être l'homme des Algériens dans cette région, pour une raison toute simple, c'est que l'Algérie a été l'intermédiaire incontournable de toutes les négociations Touareg et de tous les règlements Touareg depuis 1990. Je veux dire, tous les accords quasiment sont faits à Alger et il y avait à peu près tous les partenaires autour de la table à chaque fois. Donc l'Algérie reste un partenaire incontournable. Un médiateur incontournable. Elle a par ailleurs des otages qui sont aux mains de Moudjahou, donc elle n'a aucun intérêt à ce qu'ils soient tués. Il y a quand même un consul et 16 membres très importants du staff du consulat. Donc l'Algérie aujourd'hui ne veut pas non plus
que sa communauté touareg, qui est de l'autre côté, autour de Tindouf, dans la région de Tindouf, ait les mêmes aspirations autonomistes. Tous les pays de la région, personne n'a intérêt d'ailleurs à ce que les Touaregs aient leur État ou leur province. Donc on est dans cette géopolitique régionale très complexe, mais il faut espérer que l'Algérie, effectivement, ne veuille pas mettre l'anarchie là-dedans, sinon, effectivement, c'est l'Afghanistan. C'est l'Afghanistan. Moussa Assarid, est-ce qu'on peut imaginer une contre-offensive de votre mouvement, du MNLA? Absolument, mais je voudrais juste, avant de répondre à votre question, si je peux me permettre, parce que là, tout d'un coup, on crie « Oh là !» C'est vrai, nous sommes solidaires de ceux qui sont à Tombouctou et dont les mausolées sont en train d'être détruites. Mais, comme l'a dit Pierre Boilet, cela fait des dizaines d'années qu'il y a un peuple qui est pris en otage, qui est là, qui est vivant encore, mais pour combien de temps? Et que personne ne dit rien. Donc si ces pays-là n'interviennent pas pour financer des organisations terroristes, pourquoi elles n'interviendraient pas pour aider un peuple en souffrance? Donc je voudrais dire aussi, pour répondre à votre question, que nous avons un mouvement qui s'appelle le Mouvement national de libération de l'Azawad, qui est sur le terrain et qui a besoin de soutien de la communauté internationale. Et ce soutien-là permettra d'anéantir le terrorisme dans cette partie du monde. Il faut juste des moyens. Et vous demandez des moyens à qui? Vous demandez quels moyens et vous demandez à qui ces moyens? Tous ceux qui sont contre le terrorisme et qui combattent le terrorisme. Et tous ceux qui n'apportent pas leurs moyens sont en quelque sorte aussi peut-être complices. Mais est-ce que vous seriez pour une cela. Intervention militaire, par exemple, de la CEDEAO avec un appui des Nations Unies? Aucune force d'intervention militaire sur ce territoire qui ne passerait pas par le MNLA aujourd'hui est vouée à l'échec parce que nous, MNLA, nous ne la laisserons pas rentrer sur le territoire de l'Azawad, que nous avons libéré de la présence de l'occupation de l'armée malienne depuis le 1er avril, mais qu'aujourd'hui, il faut comprendre une chose, que nous avons besoin du soutien pour protéger un peuple en souffrance, un peuple qui est en train de mourir. Et c'est là, c'est important qu'au lieu de venir avec des valises d'argent et financer un terrorisme, il faut passer par les voies, parce qu'on peut mettre de côté, sincèrement, entre nous, on peut mettre de côté l'aspect entre Bamako, c'est-à-dire entre la revendication politique entre le MNLA et Bamako, en attendant de résoudre le problème du terrorisme sur le territoire, puisque c'est l'ennemi numéro 1 de l'ensemble de la communauté internationale. Et lorsqu'il y aura un pouvoir, en tout cas légitime, et du côté de Bamako, on pourra trouver une solution à ce moment-là. En tout cas, vous êtes ouvert au dialogue. Jean-Michel Giron, est-ce qu'on peut imaginer une intervention militaire? Est-ce que c'est la seule solution pour déloger ces islamistes qui ont de l'argent, qui ont des moyens? On imagine mal l'armée malienne qui s'est déjà fait chasser du nord revenir. Les rebelles Touaregs, ils nous disent nous, on n'a pas de moyens. Qui alors? Ça a été assez bien expliqué à l'instant. La complexité n'est pas, elle est géopolitique aujourd'hui. Elle n'est pas seulement à Tombouctou, elle n'est pas seulement au Nord-Mali. S'il y a une intervention militaire, ça ne peut pas se faire sans que l'Union africaine et la CEDEAO en soient les initiateurs ou les initiatrices. On ne peut pas le faire autrement. Mais je ne pense pas que l'Union africaine ait les capacités ni les moyens de le faire. Non. Donc, 3300 hommes, en tout cas, moi, pour la je pense que c'est impossible. C'est impossible. Bon, et quand le MNLA demande du Mali, qui pour le moment n'a pas d'État. Mais non, il n'y a pas d'État-nation, il n'y a pas d'interlocuteur. Donc le MNLA, et je comprends tout à fait ce que veut dire notre ami, mais il faudrait qu'ils aient un interlocuteur à Bamako. Il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, la situation, elle est enfin, franchement, sans issue. Je ne vois pas, si ce n'est qu'une initiative de l'ONU. Il y a un texte qui est en ce moment qui a été passé il y a 15 jours, mais il faut le revoir, apparemment, le redéfinir un peu. Radicaliser une position sur un tour de table très élargi qui va bien au-delà du Nord-Mali pour essayer de commencer la discussion. Sinon, c'est sans fin. Juste, je voudrais préciser une chose, parce que là, sur l'AFP, on nous dit que, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, que le MNLA est hors-jeu. Non, nous sommes toujours sur le terrain. Et nous sommes toujours armés et nous faisons face à la situation. Vous faites face, c'est peut-être que c'est un grand mot peut-être. Il y a eu des combats entre nous et le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, le Moujao à Gao le mercredi dernier. Et nous avons préféré quitter la ville
Et je voudrais dire que pour cela, actuellement, Gao et Tombouctou sont pris en otage et ces islamistes-là, nous les connaissons parce que nous les avons vus rentrer. Et donc aujourd'hui, la situation est telle que nous lançons un SOS pour qu'on puisse aider le peuple. C'est le peuple qui souffre pour le moment. Donc ne serait-ce que par l'humanitaire. On a entendu, oui. En attendant d'envoyer des armes, parce que certains sont quand même spécialisés dans l'envoi des armes et non des aides. Un mot, les rebelles Touaregs sont hors jeu ? Moi, écoutez, j'attends de voir. On peut pas. Effectivement, la bataille de Gao, là, c'est soldé par l'occupation du gouvernorat, etc. Mais que je sache, les combattants, les centaines de combattants, les armes, etc., existent toujours. Donc maintenant, j'attends de voir qui va se regrouper et comment. Et je crois que, en revanche, la guerre là est déclarée d'une certaine façon entre le MNLA en tout cas et les populations. Et les terroristes. Donc non, je pense qu'on va encore entendre parler du MNLA. Mathieu Guider, est-ce que les islamistes menacent aujourd'hui toute la sous-région et est-ce que l'Europe aujourd'hui est menacée? Est-ce qu'il y a des risques d'attentats terroristes? Est-ce que le risque pourrait augmenter? Parce que finalement, si on regarde toute cette bande sahélo-saharienne, ça part du Nigeria, ça va jusqu'en Somalie. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui d'abord pour toute la sous-région et pour l'Europe? Jusque-là, ce conflit n'a pas été internationalisé. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui veulent son internationalisation. Cette internationalisation fait que, effectivement, les menaces existent aujourd'hui. Mais auparavant, non. Aujourd'hui, la seule menace réelle qui existe, elle a été dite, elle a été répétée à la fois par AQMI, Moudjahou, Ansar Dine. S'il y a quelconque troupes étrangères qui interviennent dans le territoire de l'Azawad au nord de Mali, si un pays soutient une intervention étrangère, ils ont clairement dit, ces trois factions, ils ont clairement dit que non seulement ils s'attaqueraient, et là on a également le MNLA qui le dit, qu'ils n'accepteraient pas aucune intervention étrangère et aucune ingérence sur le territoire, ils ont également dit qu'ils s'attaqueraient à ces pays-là, qui soutiendraient pour eux, qui sauveraient une occupation. Donc on peut dire aujourd'hui qu'il y a un risque, une menace à toutes les nations qui voudraient soutiendraient une intervention là-dedans, puisqu'on a la menace qui est annoncée. Désolé Pierre Voller, on doit rendre l'antenne. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat sur le nord du Mali. On aura évidemment l'occasion d'en reparler sur France 24. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 19h10, pour un nouveau débat. Très belle soirée.